Donc on fait un peu d'optique géométrique. Vous savez déjà quoi en optique géométrique? À peu près tout? Il faut rappeler vite fait les relations, mais on peut les faire en pendant les exercices. Ouais, c'est ça. On va faire vraiment juste un petit overview rapide et puis on va faire des exos. Donc j'avais pris quelques notes de choses à vous dire. Donc l'optique, bien sûr, ça concerne ce qui a trait à la lumière et à la vision aussi, bien sûr. L'œil est un instrument d'optique assez remarquable d'ailleurs, qui permet de former des images. Bon, j'avais prévu un petit mot d'historique sur le développement de l'optique. C'est quelque chose de tout à fait fascinant, mais je ne sais pas si on a le temps de faire ça. Ça peut être utile. Ouais, ça peut être utile. Ah oui. On me pose beaucoup de questions de ce genre. Ah ouais. Bon, essentiellement, une des questions majeures qu'il y a eu dans l'histoire de l'optique, de la physique en ce qui concerne l'optique, c'est est-ce que la vision, c'est de l'émission ou de l'intromission? C'est-à-dire, est-ce que quand on voit un objet, il y a quelque chose qui va de notre œil vers l'objet, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'objet et qui rentre dans notre œil? Et ça, depuis toujours, les gens se posent un peu les questions. Pour Euclide, c'est l'œil qui émet quelque chose vers l'objet, par exemple. Et pour Aristote, c'est bien l'œil qui s'interpose dans quelque chose qui se passe. Mais il y a tout de suite un problème qui se passe, c'est comment en fait on peut voir les choses, parce que si on a notre œil ici, puis il y a une scène avec plein d'objets là, ok, il y a quelque chose qui vient des objets et qui rentre dans notre œil, mais en un point de notre œil, il y a des choses qui viennent de tous les objets. Comment on fait le tri? C'est une question vraiment, vraiment difficile. C'est peut-être ça aussi qui explique, parce que maintenant ça nous paraît débile, que quand on regarde un objet, c'est qu'on émet quelque chose vers l'objet. Mais au moins, ça permet d'expliquer que je vois cet objet parce que je regarde vers lui. Tandis que si je fais juste que récupérer tout un tas de choses qui viennent de partout, comment c'est possible que je distingue les différents corps dans l'espace? C'est loin d'être évident. Parce que, encore une fois, sur mon œil arrivent des choses de partout. Comment je peux savoir d'où ça vient? Et donc ça a mis énormément de temps à être un peu compris. Et il y a un physicien particulièrement important dans l'étude de l'optique, Alhazen. Donc ça, c'est, j'ai noté ces dates, 1965-1040. Donc vous savez qu'à cette époque-là, la science était largement dominée par le monde arabe. Et Alhazen a fait faire à l'optique énormément de progrès. Oui, alors, Alhazen, c'est la version, c'est son nom latinisé. Je ne sais pas prononcer ça, mais si quelqu'un sait, vous pouvez. Comment on dit ça? D'accord. Ibn al-Haytham, mais je ne sais pas comment. Enfin, moi je dis ça, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Ok. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, si vous devez retenir un nom dans l'optique pré-Descartes, si on veut, c'est vraiment ce nom-là, qui est quelqu'un d'extrêmement important. Et donc, qui comprend d'une part que la lumière est émise par les objets, qui comprend aussi qu'elle se propage en ligne droite, et qui soulève ce problème du fait que plusieurs rayons issus d'abord, plusieurs rayons issus du même objet arrivent dans l'œil, parce que l'œil n'est pas ponctuel, et qu'il y a une infinité de rayons qui viennent de tous les objets du monde qui arrivent en un même point de l'œil. Donc cette difficulté, elle est vraiment... elle est profonde, et donc il la soulève bien, il la formule bien, il comprend qu'il y a un problème de la formation des images, et il formule quelques idées
sur ce problème-là. Alors, si vous voulez discuter un peu ces histoires historiques, allez voir Cécile de Hausson, qui a fait sa thèse sur la vision chez Alazen, et qui connaît très bien tous les enjeux en profondeur. Donc, je vous recommande plutôt d'aller parler un peu avec elle si ces questions vous intéressent. Elle connaît vraiment très bien l'histoire de l'optique et les enjeux aussi de philosophie des sciences associés à ça. Bien, alors, la notion de rayon lumineux est quelque chose de très important. Donc Alazen fait bien sortir cette notion. Et quand on a la notion de rayon lumineux, on tombe tout de suite sur la question de la réflexion et de la réfraction. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder un objet qui est dans l'eau pour se rendre compte qu'effectivement, les rayons lumineux issus des corps sont déviés à l'interface entre deux milieux. C'est ce qu'on appelle un dioptre. Un dioptre, c'est 10 optres, donc il y a deux milieux optiques différents. Et donc, il y a des lois de la réfraction et des lois de la réflexion. Alors, ces lois sont connues, enfin, ces phénomènes sont connus depuis l'Antiquité, et les lois qui s'y rapportent ont été largement écrites par Alazen, déjà, hein, donc bien avant Snell et Descartes, même si il y a quelques ambiguïtés sur exactement la formulation des lois en termes géométriques. Donc vous connaissez ces lois, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2 pour... ah oui. Oui. Donc ça, c'est quand on passe d'un milieu 1 à un milieu 2 avec I1 et I2, les angles que font les rayons par rapport, enfin avec la normale au plan. Donc Snell en 1621 et Descartes indépendamment en 1637, voilà, écrivent très proprement ces lois en termes de sinus, etc. Mais encore une fois, Alazen avait déjà essentiellement mis le doigt sur ses propriétés. Donc, alors évidemment, écrire cette loi, c'est identifier qu'il y a ce qu'on appelle l'indice optique, qui est donc un paramètre important qui caractérise les milieux optiques. Alors on sait maintenant que c'est lié à la vitesse de propagation de la lumière dans les milieux, mais évidemment on ne savait pas à l'époque, on ne savait pas que la lumière d'ailleurs avait une vitesse finie ou infinie, enfin on ne savait pas grand-chose de ferme là-dessus. Bon, je vous dirai après quand est-ce qu'on a commencé à mesurer ça. Donc vous connaissez, hein, pour l'eau c'est 1,33, pour l'air c'est quasiment 1, un petit peu plus. Pour le verre, 1,5 typiquement, enfin ça dépend de quel verre. Pour le diamant, c'est beaucoup plus, c'est 2,4. L'indice du diamant est très élevé, d'où ses propriétés optiques assez belles. Si vous voulez m'offrir un diamant, qu'on fasse une expérience ensemble, je suis prêt. Alors, ensuite, il y a une date très importante, c'est 1657, c'est quand Fermat énonce son fameux principe. Alors ça, c'est une percée en physique absolument fabuleuse, dont la portée n'a été vraiment réalisée que bien plus tard. Aujourd'hui, toute la physique est écrite sous une forme qui est en fait la forme du principe de Fermat, ce qu'on appelle le principe de moindre action. Le principe de Fermat, donc vous vous souvenez ça, hein, c'est l'idée que entre un point et un autre, un point A et un point B, si vous avez un milieu de propagation qui a un indice variable,
l'indice optique qui dépend de R. La lumière, donc si on fait l'approximation des rayons, j'y reviendrai après, la lumière, les rayons de la lumière suivent un chemin qui minimise le chemin optique. Donc, le principe de Fermat s'énonce en termes de chemin optique. Et le chemin optique, c'est la somme. Alors, donc, sur un déplacement élémentaire, enfin, sur un bout de courbe, sur un petit, comment appeler ça, un petit bout de chemin, quoi, sur un chemin élémentaire. Ce chemin optique s'écrit n, donc chemin élémentaire de longueur ds, s étant l'abscisse curviligne sur une courbe. C'est pour ça que je ne savais pas trop comment l'appeler, enfin bref. Voilà le chemin optique élémentaire, et donc le chemin optique d'un point A à un point B. Vous le notez comment? Comme ça peut-être? Ou non? Ou comme ça? Vous avez une habitude pour noter les chemins optiques? AB avec une barre au-dessus. AB avec Une barre au-dessus. une barre au-dessus? Non, ça, Ah non, ça fait vraiment un truc algébrique là. Je vais mettre des parenthèses. Bon, de toute façon là c'est. Voilà. Donc le chemin optique entre A et B sur la courbe gamma, c'est la somme sur gamma des NDS. Donc vous intégrez la longueur parcourue. Si n vaut 1, le chemin optique c'est juste la longueur de la courbe. D'accord? Donc si vous êtes dans le vide, le chemin optique c'est la longueur de la courbe. Mais si vous avez un chemin le long duquel l'indice varie, eh bien le chemin optique c'est la longueur mais multipliée par l'indice optique. Donc le chemin optique est plus long pour une même longueur parcourue si vous êtes dans un milieu à fort indice optique. Donc faire 1 mètre dans l'air ou dans le vide, enfin l'air c'est quasiment le vide d'un point de vue de l'indice optique, faire 1 mètre dans le vide, ça ajoute un chemin optique de 1 mètre. Faire 1 mètre dans de l'eau, qui a un indice optique de 1,33, ça ajoute 1,33 mètres au chemin optique. Le chemin optique, c'est juste la distance parcourue, mais fois n. Alors fois n, localement, là où on est. C'est pour ça que si l'indice varie, eh bien, il faut faire une intégrale comme ça, de tous les petits chemins optiques sur chaque déplacement élémentaire. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Donc c'est un concept en soi qui, a priori, est naturel d'introduire, mais son intérêt, c'est que Fermat montre que, en fait, les lois de la réflexion et de la réfraction sont équivalentes à dire que la lumière suit une trajectoire qui minimise le chemin optique. Trajectoire réflective. Il y a rien de nouveau. Et celle qui minimise. Alors j'ajoute localement le chemin optique. Par exemple, pour la réflexion, c'est assez évident. Si vous allez de A à B ici, il y a parmi tous les chemins possibles pour que la lumière aille de A à B, tas de chemins possibles. Vous pouvez calculer sur chacun de ces chemins le chemin optique, enfin donc la longueur optique au sens de Fermat que vous obtenez en intégrant sur le long du chemin. Et vous allez voir que, en fait, il y a deux minimums locaux.
il y a le chemin qui va en ligne droite. Ok, donc clairement, de ça découle la propagation rectiligne déjà dans un milieu d'indices constant. Le chemin AB, si n est constant, vous pouvez le sortir de l'intégrale, et donc le chemin optique, c'est juste n fois la longueur. Eh bien, entre deux points, la longueur la plus courte, enfin le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Par conséquent, le principe de Fermat implique que la propagation des rayons lumineux dans un milieu d'indices constant, uniforme, est rectiligne. Ce qui est très fort en soi déjà. Mais si c'était juste ça, ce serait pas très intéressant. Ce qu'on voit ici, c'est que donc, si vous calculez la longueur de tous ces chemins, vous allez voir qu'il y a deux minima. Il y a celui-ci, ça c'est la distance la plus courte, mais il y a aussi un minimum local, c'est pour ça que j'ai mis local ici. Si vous venez taper ici, de telle façon à ce que vous ayez l'angle d'incidence et l'angle de réflexion qui sont égaux. Comment montrer ça? Eh bien simplement en réalisant que tant que vous êtes dans un même milieu, donc avant de toucher le miroir, les chemins les plus courts sont de toute façon des lignes droites. Mais vous auriez le choix entre tous ces chemins possibles là, a priori. Lequel est le plus court de tous ces chemins? Eh bien, c'est celui qui vérifie les lois de la réflexion. Pourquoi? Simplement parce que vous avez le A à B en passant par le miroir, en vous réfléchissant sur le miroir, eh bien, si vous prenez ici, vous êtes d'accord que ce chemin-là, c'est le même que celui-là qui va en B', le symétrique de B par rapport au miroir. De même, donc, c'est-à-dire que le chemin en violet ici, c'est le même que celui qui va de A à B' en passant par ce point-là. C'est le même que celui-là. Si vous prenez toujours le symétrique de B, là, si je prends le chemin bleu, sa longueur, c'est la même que cette longueur-là. Le chemin vert, sa longueur, c'est la même que ça plus ça, hein, puisque ce bout-là est le même que celui-là. Donc en fait, de tous les chemins qui se réfléchissent sur le miroir, la longueur de tous les chemins qui se réfléchissent sur le miroir, c'est la même que la longueur de tous les chemins qui passent par le même point du miroir et qui iraient en B'. Eh bien, le plus court de tout cela, c'est celui qui va en ligne droite de A à B'. Eh bien, celui qui va en ligne droite a le même angle ici que là, c'est la même droite, et donc c'est le même angle aussi ici. Donc il y a le même angle ici et là, et donc il y a le même angle ici et là. Ouais. Donc, le chemin le plus court qui va de A à B, alors le chemin absolu le plus court, c'est celui qui va directement de A à B. Mais parmi tous les chemins qui passent par le miroir, qui touchent le miroir, le plus court, c'est bien celui qui vérifie, c'est celui qui pointe directement vers le symétrique de B. Et il se trouve, il suffit de regarder géométriquement, que c'est celui qui vérifie la loi de la réflexion I égale R. Voilà, donc le principe de Fermat permet de déterminer ça. Le premier exercice que j'ai mis sur la feuille d'exo, consiste à montrer que ce principe-là donne aussi la loi de la réfraction. L'exercice est posé sous forme d'une analogie qui prend en compte une découverte ultérieure dans l'histoire de l'optique, qui est que cet indice, en fait, ce n'est rien d'autre que le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, C, qui, comme vous le savez, est une constante universelle, qui vaut 299 789 458 mètres par seconde. Ceci est une valeur exacte, puisqu'on définit le mètre comme ça. Le mètre, c'est la longueur
qui est parcouru par la lumière en 1 sur ce nombre-là, secondes. Donc ça, c'est un nombre exact, vous avez le droit de le connaître. Enfin, si vous connaissez 300 000, c'est bien, 300 000 km par seconde. Bref, donc n, c'est en fait le rapport de la vitesse de la lumière et de la vitesse du corps dans le milieu. Du corps, de la lumière dans le milieu. Pardon. Vitesse de la lumière dans le milieu. Considéré. Donc c'est effectivement bien une caractéristique du milieu en question. Alors, il y a des milieux compliqués dans lesquels la lumière ne se propage pas à la même vitesse dans toutes les directions. On les appelle biréfringents, ces milieux-là, parce qu'ils ont deux indices. Oui, ça c'est l'indice de réfraction. On dit qu'un corps est plus réfringent s'il a un indice de réfraction plus grand, moins réfringent s'il a un indice de réflexion moins grand. Bref, c'est un vocabulaire, je pense que vous connaissez. Donc il y a des milieux dits biréfringents dans lesquels la vitesse de la lumière dépend de la direction de propagation. Donc c'est lié à la structure de la matière, des cristaux en question. Enfin bref, n, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu, en tout cas dans la direction où on se propage. N, a priori, dépend de la longueur d'onde, ou de la fréquence, si vous voulez, ou de la pulsation, enfin ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion. Et c'est la raison pour laquelle une lumière contenant plusieurs longueurs d'onde qui tombe sur un prisme va être défléchie de manière différente suivant sa longueur d'onde, donc suivant la couleur. Et donc ça, c'est la découverte de la décomposition de la lumière blanche. Donc c'est lié à ce phénomène de dispersion, d'où le mot dispersion. Ça disperse les différentes lumières en fonction de leur longueur d'onde. Donc tout ça est lié au fait que en fait, l'indice de réfraction, qui certes caractérise le milieu pour une longueur d'onde donnée. Donc il n'y a pas un indice de réflexion, il y a une infinité d'indices de réflexion pour toutes les pulsations lumineuses possibles. Ok. Bien, alors ensuite, il y a la question de qu'est-ce que la lumière, bien sûr. Est-ce une onde ou sont-ce des corpuscules? Donc ça, c'est des questions qui ont été posées depuis très longtemps aussi. Donc, j'ai noté ici Hooke, qui en 1665 affirme l'aspect ondulatoire de la lumière. Et vous savez bien sûr que Newton, lui, prétend que la lumière est faite de corpuscules. Donc ça, c'est 1666. Bon, cette question traîne depuis toujours dans le débat, hein, évidemment. Donc, quelle est la nature de la lumière? Et bon, je ne sais pas quelle serait votre intuition à vous si vous ne saviez pas ce qu'est la lumière, mais sait-on ce qu'est la lumière, en fait? Bon. On a des théories plus avancées que par le passé, mais est-ce qu'on a dit le dernier mot? En tout cas, donc voilà le débat qui agite la communauté scientifique, bien évidemment. Donc il y a cette question, est-ce que ce sont des ondes, est-ce que ce sont des corpuscules? Alors oui, ce sont des ondes, et oui, ce sont des corpuscules, donc ça veut dire que le problème n'est pas si bien posé que ça. Qu'est-ce qu'un corpuscule réellement? Bref, vous savez enfin, ces questions-là nous mènent à la physique quantique, qui reformule complètement la notion de matière, de rayonnement, etc. Donc, on va pas aller trop en détail, je vous mets juste quelques dates repères. Alors, en 1675, donc ça c'est l'autre question. La première question, onde ou corpuscule. Deuxième question, quelle est la vitesse de la lumière? Est-ce que c'est infini? Est-ce que c'est fini? Est-ce que la propagation est instantanée? C'est-à-dire, quand je regarde un corps, est-ce que je le vois tel qu'il est? Si la vitesse de propagation n'est pas infinie, je ne vois pas le corps tel qu'il est maintenant, mais je le vois tel qu'il était par le passé. Mais de toute façon, la relativité a cassé complètement la notion d'instantanéité. Donc dire maintenant pour un objet qui est lointain, ça ne veut rien dire en réalité, ça dépend du référentiel. Bref.
ne rentre pas non plus tout de suite dans ces détails. Mais donc ça, en 1675, c'est Remer qui a fait la première mesure, qui a déterminé que la lumière se propageait à vitesse finie, en étudiant les satellites de Jupiter. En étudiant les occultations des satellites de Jupiter. Puisque une fois qu'on a compris Newton et les orbites gravitationnelles, on sait déterminer l'orbite, on regarde l'orbite des satellites, on sait que c'est des ellipses, quasiment des cercles si l'excentricité est faible. Et donc, on peut regarder, on peut faire des mesures sur le temps d'occultation quand le satellite passe derrière la planète. Enfin bref, on peut faire tout un tas de choses. Donc, bon bref, je ne rentre pas dans les détails. Peut-être on fera un exo, c'est assez intéressant d'ailleurs de montrer comment on peut déterminer la vitesse de la lumière à partir de ces études. En tout cas, depuis 1675, on sait que la lumière se propage pas à vitesse infinie. Ce qui est loin d'être trivial, en même temps, se propager à la vitesse infinie, on ne voit pas bien ce que ça veut dire. Vous savez que Newton a lui-même soulevé le problème de sa loi de la gravitation, qui est censée indiquer qu'il y a une interaction instantanée entre, par exemple, le Soleil et la Terre. Cette propagation instantanée à distance pose problème. Il l'a très bien compris. Si quelque chose se passe ici, je ne sais pas, une modification des masses, ça va changer la force d'attraction sur la Terre. Le fait que ça puisse le faire de façon instantanée est un problème. Comment vous pouvez, en changeant quelque chose ici, dire que changer quelque chose ici, ça change partout instantanément les choses, ça veut dire qu'en fait, si je lève mon bras sur la Terre, je change en même temps, je change les choses sur la Lune, quoi. Si vraiment la propagation des signaux était instantanée, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai. Mais pas de délai, c'est-à-dire que quand je fais ça, l'effet de ça sur n'importe quoi qui subit cette attraction gravitationnelle, c'est-à-dire l'univers entier. D'accord? Évidemment, c'est à peu près négligeable le fait que mon bras soit là plutôt que là, si on regarde le champ de pesanteur sur la Lune. Mais il y a un effet. Il est très faible, mais il y a un effet. Je ne sais pas si la Lune est par là-bas en ce moment. Mon bras là est plus près de la Lune, et là il est plus loin, donc ce n'est pas la même force de gravitation sur la Lune. Donc, une chose c'est de dire, bon, c'est négligeable, d'accord, mais en principe, fondamentalement, je suis en train là de changer le champ de pesanteur sur la Lune. C'est comme ça. Et donc, si vraiment c'est instantané, ça veut dire que je suis en train de, je sais pas, de bouger la Lune, là, quoi. Enfin, vous voyez, il y a un vrai problème. Une chose, c'est de dire ça va très très vite à se propager, et une autre, c'est de dire ça ne se propage pas, quoi. C'est déjà là-bas. Donc il y a un vrai problème avec la propagation instantanée des choses. Alors, la relativité a montré que c'était absolument impossible, il n'y a pas de propagation instantanée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est assez naturel. Ce serait très bizarre que les choses puissent se propager instantanément. Ça n'a pas vraiment de sens. Et Newton l'avait compris. Ceci dit, c'est différent de dire chaque chose se propage à une vitesse finie et de dire il y a une limite absolue qu'on ne peut pas dépasser à la propagation du phénomène. Donc, en relativité, on sait que c est en fait la vitesse maximale à laquelle peut se propager une information. Et donc, on ne peut pas envisager d'aller à 2c, qui serait encore une vitesse finie 2 fois c. Donc, il n'y aurait pas ce problème d'instantanéité. Donc, c'est pas pareil de dire ça peut pas être instantané, ça c'est assez intuitif, et c'est pas pareil de dire il y a une limite absolue à la vitesse de propagation. Mais bon, la relativité permet de résoudre tous ces problèmes, enfin, de résoudre, en tout cas, donne une vision cohérente de l'ensemble de cette situation, en comprenant que cette vitesse est en fait une structure de l'espace-temps lui-même. On y reviendra peut-être si on a le temps. Bien, alors ensuite il y a le principe de Huygens, ça c'est très important quand on va faire l'optique ondulatoire, on y reviendra bien sûr. Le principe de Huygens, donc 1678,
Donc, ce principe dit essentiellement que tout point de l'espace qui reçoit une vibration lumineuse se comporte comme une source secondaire c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'un point qui reçoit une vibration lumineuse est lui-même émetteur d'une lumière qui est en fait, qui a une amplitude qui est celle de la lumière qui lui arrive, qui est proportionnelle, et avec la même phase, etc. Bon, enfin, on reviendra là-dessus, mais c'est quelque chose de très important. S'il y a de la lumière quelque part, peu importe d'où elle vient en quelque sorte. Le fait qu'il y ait... Alors, maintenant, on sait que la lumière, c'est en fait un champ électromagnétique. Donc, si vous avez un champ E quelque part, un champ B, avec la dynamique d'une onde électromagnétique, eh bien, en quelque sorte, peu importe d'où elle vienne, vous pouvez considérer, vous pouvez oublier d'où ça vient et considérer qu'à partir de là, quelque chose est émis. Donc, c'est une notion, enfin, c'est une notion très importante. On voit un petit peu conceptuellement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est avec ce principe qu'on peut faire énormément de calculs sur la diffraction. Oui, certainement la diffraction, on verra ça. On appliquera ce principe au calcul de diffraction plus tard. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors ça suppose bien sûr une interprétation ondulatoire de la lumière. Alors ensuite, il y a Jung qui démontre donc l'aspect ondulatoire de la lumière en 1803 en étudiant la diffraction, en mettant en évidence et en étudiant la diffraction de la lumière. Il y a un point très important, je vais y revenir d'ailleurs un peu après, qui est le théorème de Malus. Ça, c'est 1808. C'est quelque chose qui dit qu'en fait, ce qu'on appelle rayon lumineux, parce que si la lumière est une onde, qu'est-ce que c'est qu'un rayon lumineux? Vous voyez aussi d'où vient la notion de corpuscule, c'est que la notion de rayon lumineux, elle est née assez vite. D'abord, il suffit de regarder le soleil à travers des nuages, on les voit les rayons, même si ça... Et on voit que ça se propage en ligne droite et que c'est fin, même si en réalité le fait de voir un rayon lumineux montre que la lumière ne se propage pas en ligne droite. Si ça allait en ligne droite, on ne le verrait pas. Donc c'est que ça diffuse, mais ça diffuse le long du rayon, et on voit bien qu'il y a un genre de rayon qui est en ligne droite, qui se propage. Donc la notion de rayon vient naturellement. Mais la notion de rayon va de pair avec l'idée de corpuscule, en fait. Hein, parce que du coup, le rayon, c'est la trajectoire du corpuscule. Et puis, si c'est plus intense, bah, vous envoyez plus de corpuscules, et puis c'est tout, quoi. Hein. Maintenant, si en fait c'est une onde, mais alors c'est quoi un rayon lumineux? Parce qu'une onde, c'est pas, par définition, c'est un milieu étendu, enfin c'est une structure étendue qui vibre en se propageant, enfin, d'accord? Donc vous n'avez pas de rayon si vous avez des ondes. Eh bien, le théorème de Malus fait le lien, en fait, entre l'approche corpusculaire de la lumière, qui est correcte, hein, c'est une onde, la lumière. On le sait maintenant, et les rayons, en fait, donc les rayons sont simplement les lignes perpendiculaires, aux surfaces d'onde. C'est-à-dire que si vous avez une source lumineuse, par exemple, qui émet de la lumière, en fait, la lumière étant une onde, elle n'émet pas les corpuscules, elle émet, enfin, imaginez une pierre qui tombe dans l'eau, ça émet des ondes qui vont être comme ça, circulaires, concentriques, et l'onde se propage comme ça. Eh bien, si vous prenez les lignes perpendiculaires à ces surfaces, elles sont radiales. Ben, les voilà, les rayons. Les rayons lumineux, en fait, ce sont les lignes orthogonales aux surfaces d'onde. Si vous avez
Alors, une surface d'onde, donc si vous avez la phase de l'onde, surface d'onde, c'est quoi, pardon? C'est l'ensemble des points qui ont la même phase lumineuse. Si c'était des vagues à la surface de l'eau, c'est l'ensemble des points qui sont à la même élévation au-dessus ou en dessous du niveau moyen de l'eau, par exemple. Donc si vous reliez comme ça, là, imaginez que c'est à la surface de l'eau, vous reliez tous les points qui sont à la même élévation par rapport au niveau moyen, ça fait un cercle qui se propage, c'est une onde se propage. Et donc les rayons sont les lignes perpendiculaires à ça. Donc ça c'est le cas d'une source lumineuse, et puis donc avec des ondes sphériques et des rayons centrifuges, des rayons radio. C'est un pléonasme, hein. Bon, rayon ça vient de là, radiation ça vient de là, tout ça est lié, hein. Donc on voit d'ailleurs, c'est très intéressant que l'idée de rayon est liée à l'idée de rayonnement et de radiation. La radiation lumineuse nécessite la notion de rayon. Et pourtant c'est une onde, donc c'est là où il y avait l'ambiguïté qui a été donc résolue comme ça, et bon, on commentera ça plus tard. L'autre exemple très important, c'est le cas où vous avez une onde plane. C'est-à-dire, tous les points, bon là c'est, imaginez-le perpendiculaire, tous les points d'un même plan ont la même phase. Et donc là, en l'occurrence, c'est la même valeur du champ électrique, par exemple, dans l'électromagnétique. Et cette onde se propage, c'est-à-dire qu'un plan a une phase donnée, un peu plus tard il se retrouve là, et ça se propage à la vitesse de la lumière. Ça c'est ce qu'on verra quand on fera les ondes électromagnétiques. Eh bien, les rayons sont simplement les droites qui en chaque point sont perpendiculaires aux surfaces équiphases des ondes. On appelle donc les surfaces d'onde. Ça doit vous rappeler, ça, les surfaces équipotentielles et puis les lignes de force. Vous voyez qu'il y a un gradient là. Hein, on a vu les surfaces équipotentielles EP égale constante, et puis on a vu la force qui était moins gradient de EP. Bon, il y a le moins parce que la force va des énergies plus élevées aux moins élevées, mais enfin, on avait montré que le gradient d'un scalaire est orthogonal aux surfaces équi ce scalaire. Bon, ben c'est exactement la même chose. Hein. Donc en fait, le rayon lumineux va être caractérisé par un vecteur d'onde, K, qui n'est rien d'autre que le gradient de la phase de l'onde, localement. Je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Bref, donc ça c'est vraiment une étape très importante, ce théorème de Malus, vous voyez, qui fait le lien entre la description ondulatoire et la description géométrique, enfin de l'optique géométrique avec des rayons, quoi. Voilà. Ensuite, Fresnel. Ah mince, je voulais laisser les dates, mais bon, bref. Fresnel, alors, 1818. 1818, il fait la synthèse de tous les travaux sur la nature ondulatoire. Donc vous avez vu, il y avait eu beaucoup de choses. Hein. Il y avait eu Jung, il y avait eu Huygens, il y a Malus aussi, tout ça qui travaille donc vraiment dans l'esprit de l'ondulatoire. Et Fresnel est chargé de faire un peu la synthèse de tout ça, et donc il rédige un ouvrage très très important, et lui-même refait des expériences, en particulier sur les interférences aussi. Hein, donc, synthèse des travaux. Sur la nature ondulatoire de la lumière. Et donc, il ne fait absolument plus aucun doute à cette époque-là que la lumière est une onde, puisqu'on voit des interférences, puisqu'on voit de la diffraction, tout forme un tout bien cohérent. En 1821, ce même Fresnel, d'ailleurs, comprend l'origine de la dispersion. Hein, la variation de l'indice, la variation de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde, mais vous voyez bien qu'il faut donc faire intervenir la notion de longueur d'onde.
Et ça nous paraît totalement trivial aujourd'hui, mais à l'époque, on ne savait pas que c'était une onde, la lumière, donc parler de longueur d'onde. Hein. Donc, les travaux de Fresnel sur l'origine de la dispersion renforcent aussi, enfin, font partie de tous ces ensembles, cet ensemble de nouvelles données, dispersion, diffraction, interférence, qui forment un tout cohérent et qui plaident en faveur de la nature ondulatoire de la lumière. Bien, donc voilà où on en est. Donc vous voyez, ça s'est passé très très vite en fait. Enfin bon, c'est vraiment fin 17e, début 18e, fin 18e, début 19e que ces travaux ont pu être menés. Et puis il a fallu ensuite un peu de temps pour, parce que ça nous dit que la lumière est une onde, mais quelle onde? Et ça a pris un peu de temps, donc ça vous savez tous que Maxwell a écrit les fameuses équations de Maxwell qui font la synthèse de l'électricité, enfin des travaux sur l'électricité et des travaux sur le magnétisme. Donc en 1876, Maxwell comprend que la lumière, c'est en fait une onde électromagnétique. Donc on avait compris avant que la lumière était une onde, hein, comme vous le voyez, pas si longtemps que ça avant quand même. Et c'est presque, enfin, j'allais dire par miracle, non, il fallait bien que ça vienne, mais personne à l'époque ne soupçonnait le lien, là quand on parlait d'ondes, personne ne soupçonnait le lien entre l'électricité, le magnétisme et la lumière. Ça n'a rien d'évident, effectivement. Encore une fois, nous on le sait maintenant, dès que vous avez 2 ans, vous l'entendez dire d'une façon ou d'une autre, en lisant les journaux, quoi. 2 ans et demi. Et donc, la lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire que Maxwell, en écrivant, donc, en faisant la synthèse des travaux de Faraday, tous ces gens-là, on verra ça quand on fera l'électromagnétisme, en écrivant les équations de Maxwell, Maxwell réalise que ces équations ont des solutions très particulières qui sont très simples, qui sont des ondes. Une solution très générique des équations de Maxwell, de manière complètement générale, ce sont des ondes planes qui se propagent, et quand on regarde la vitesse de propagation de ces ondes, on trouve un nombre qui, si on le calcule, est quasiment la vitesse de la lumière qui était mesurée à l'époque, enfin, qui était connue, les expériences de Fizeau et tout ça. Et donc la tentation d'interpréter ces ondes qui existent manifestement dans la théorie avec les ondes lumineuses est grande, et puis après on peut le démontrer bien sûr, il y a les travaux de Hertz aussi, hein, qui montrent qu'il y a de la lumière non visible, hein, c'est-à-dire qu'en fait l'œil est sensible à certaines longueurs d'onde particulières, hein, comme vous le savez, entre à peu près 0,4 microns et 0,8 microns, un peu moins d'ailleurs, enfin bon bref, c'est l'ordre de grandeur, donc l'œil est sensible à certaines ondes électromagnétiques, mais bien évidemment dans la théorie de Maxwell, il y a toutes les ondes électromagnétiques avec toutes les longueurs d'onde possibles et imaginables, et donc on appelle lumière juste celle qu'on est capable de voir, mais on est capable de les voir, c'est pas par accident, c'est parce que il se trouve que ce sont les longueurs d'onde qui sont le plus émises par le Soleil. Donc notre œil s'est adapté à la lumière dominante émise par notre étoile. Si on était sur une étoile qui émettait de la lumière plutôt dans d'autres longueurs d'onde, eh bien notre œil verrait d'autres longueurs d'onde. Ça c'est complètement contingent. Mais voilà, donc finalement les ondes électromagnétiques ont complètement ouvert la question de la lumière. Ce qu'on appelle lumière, c'est un tout petit créneau dans un phénomène bien plus vaste qui s'étend des longueurs d'onde infinies à infinitésimales. Hein. Vous savez aujourd'hui qu'on fait de l'astrophysique, qu'on appelle multilongueur d'onde, dans tous les domaines de longueur d'onde, qui font des ondes radio. Hein. Les ondes de la radio sont des ondes de lumière, c'est la même chose, c'est absolument rien de différent, c'est juste pas la même longueur d'onde. Donc après, il y a donc les ondes radio, les ondes millimétriques. Dans votre micro-ondes, c'est de la lumière aussi, c'est juste d'autres longueurs d'onde. Ça, c'est pas. Puis bien sûr, l'infrarouge, l'UV, si on va vers des longueurs d'onde de plus en plus petites, les énergies de plus en plus grandes, les rayons X, les rayons gamma, voilà. Tout ça, c'est le même phénomène. Voilà. Ensuite, 1900. Alors là, il y a Planck
qui, en étudiant l'émission d'un corps noir, je vais même dire du corps noir. Alors la définition du corps noir, c'est un corps qui est en équilibre, enfin, pour lequel la radiation est en équilibre avec la matière, donc qui est thermodynamique. C'est un corps qui absorbe tout ce qu'il reçoit. Enfin, ou qui... Ouais. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais vous devez savoir qu'un corps rayonne simplement... Oubliez le... absorbe tout ce qu'il reçoit, c'est pas une bonne façon de dire les choses. C'est un corps en équilibre pour lequel le rayonnement est en équilibre avec la matière d'un point de vue thermodynamique. Et donc vous savez qu'un corps qui a une certaine température émet un spectre de lumière en fonction de la fréquence, par exemple, voilà l'intensité lumineuse en fonction de la fréquence. Et plus ce corps, et donc un corps du simple fait de sa température, pour des raisons thermodynamiques, émet de la lumière et des photons. Enfin, je ne sais pas encore qu'il y a des photons, suivant un continuum de longueur d'onde. Le maximum, enfin, typiquement l'énergie, enfin, la longueur, la fréquence à laquelle intervient ce maximum d'émission, vous savez le relier à la température, ça? Sigma T4. Lambda égale sigma T4. Lambda max T. Lambda max T, oui. Égale constante. Égale constante, oui. Et que vaut cette constante? Non, ça, je ne connais pas. D'accord. Ça sert à rien. Non, mais je veux juste... Et la température surface de l'Est. Non, comment on relie la température des photons, enfin la température du corps, à l'énergie des photons liés à ça, correspondant au maximum? Alors, bien sûr, là j'emploie des mots qui n'étaient pas connus à l'époque, photons, tout ça, hein. On va voir, c'est Einstein qui a introduit ça un peu plus tard. Mais vous savez, c'est quoi l'énergie d'un photon de fréquence nue? Ouais, voilà, il y a la nue. Et ça, bah, c'est à peu près KT, l'énergie liée à la température. Donc pour le max ici, en fait, le truc c'est que les photons ont l'énergie thermique qu'a n'importe quelle particule, bon 3000 KT, enfin bref, on a vu ça, mais on a vu que l'échelle d'énergie liée à la température T pour une particule, c'est KT. On peut lier à la longueur d'onde, mais chez sur lambda. Voilà, c'est ça. Nu, c'est bien sûr, c'est C sur lambda. C'était juste pour... Oui. Non, je viens gâcher un peu la séance, il est bientôt 15h. Oui. Désolée. D'accord. Ok, j'ai quasiment fini. On est en 1900, c'est bon. Enfin voilà, donc juste, c'est quelque chose de thermodynamique. Et plus la température augmente, plus la longueur d'onde, donc ça c'est la loi que vous rappeliez, effectivement, plus la température augmente, plus la fréquence augmente, donc la longueur d'onde diminue, hein, c'est inversement proportionnel. Et puis il y a aussi de plus en plus de photons, donc si ça c'est le sens des températures croissantes, il y a de plus en plus de photons qui sont émis avec l'accroissement de la température. Un bleu est une couleur froide, est une couleur chaude. Voilà, c'est ça. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, les étoiles les plus froides sont rouges. Bien. Et alors, donc, la dernière date clé ici, c'est 1905, lorsque Einstein introduit le concept de photon, qui réintroduit, en fait, des corpuscules dans la compréhension de la lumière, qui est une onde, ça ne fait pas de doute, mais il se trouve que les interactions de ces ondes électromagnétiques avec la matière se font uniquement par quanta, donc par paquets. Et ça, c'est une hypothèse qu'avait déjà, enfin, la quantification de l'énergie associée au rayonnement lumineux avait été déjà postulée par Planck pour essayer de comprendre l'origine de cette loi qui était en violation
des idées qui préexistaient relatives à... quand on essayait de calculer avec des arguments thermodynamiques le spectre émis par un corps noir, on tombait sur des problèmes de divergence infinie, etc. Et pour résoudre ce problème, Planck a dit « Ah, mais si ça se trouve, il y a une énergie minimale pour une longueur d'onde donnée qui peut être émise, qui n'est pas n'importe quoi. » Et donc Planck a dit bah, « Supposons que pour une fréquence donnée, il y a une énergie minimale qui peut être émise, et pas moins. » Si on fait ça, donc il a appelé H la constante entre les deux, maintenant on l'appelle la constante de Planck. L'idée c'est qu'à une fréquence donnée, il ne peut pas y avoir une énergie plus faible qu'un certain nombre qui est proportionnel à nu, H nu. Si on fait cette hypothèse-là, eh bien, si on reprend le calcul thermodynamique de qu'est-ce qu'émet un corps noir, avec cette hypothèse-là, eh bien, on tombe exactement sur la loi qu'on observe. On chauffe un corps à une certaine température, et puis on regarde son émission en fonction de la longueur d'onde, et on compare la prédiction avec cette hypothèse-là, et on voit que ça marche. Planck ne sait pas pourquoi, mais il constate que si on fait cette hypothèse-là, ça marche. Et en 1905, Einstein, qui a pris très au sérieux cette hypothèse, montre avec l'effet photoélectrique, etc., qu'effectivement, on peut comprendre tout un tas de phénomènes liés à l'interaction entre la lumière et la matière en faisant l'hypothèse du photon, c'est-à-dire que la lumière intervient sous forme de quanta, de grains de lumière, si on peut dire, qu'il appelle donc photon. Et ce concept est resté. Voilà. Bon, ça c'était avant l'avènement de la physique quantique, mais c'est vraiment la première fois qu'on mettait le doigt sur l'aspect quantique de la réalité. Et donc c'est évidemment quelque chose de très important. Et Einstein a eu une Nobel pour ça. Pas pour la relativité. Ce qui est délirant, mais c'est comme ça. En tout cas, ça le valait bien. La relativité aussi. Mais c'est un autre débat. Alors, ben voilà, c'est tout. Hein. Donc ça, c'est l'ouverture vers la physique quantique et évidemment, j'en ai rien. Donc, j'avais prévu des petites choses encore, mais peut-être on fera une autre fois. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelques exos alors, c'est ça? On a 1 heure? Non, on a 3 quarts d'heure. De toute façon, on va faire aux entretiens. Ouais, non. Ouais. Bon. Je voulais chanter cette petite introduction qui était longue du coup, mais c'est peut-être important quand même. Ouais, c'est important. Pardon? Bon, juste un mot quand même. Donc, à partir de Descartes, à partir du moment où on sait que c'est une onde, donc on va représenter la vibration lumineuse comme quelque chose donc, qui, alors, à une fréquence donnée, vous avez un certain signal en un point M à l'instant T qui vaut une certaine amplitude fois cos de, on va dire, oméga T plus une phase. D'accord? Donc ça s'appelle la phase de... Enfin, tout ça, c'est la phase de l'onde. Et ça, c'est son amplitude. Donc, quand on fait de l'optique ondulatoire, on décrit les choses de cette façon, mais faites attention, en réalité, l'onde électromagnétique est une onde dont la vibration, ce qu'on appelle la vibration lumineuse, c'est-à-dire la chose qui ondule, c'est pas un nombre, c'est pas un scalaire, c'est un vecteur, c'est un champ électrique et magnétique associé. Si on a l'un, on a l'autre. Hein. Mais donc en réalité, il faudrait mettre des vecteurs ici. Mais en général, on fait l'hypothèse que on se ramène simplement à une grandeur scalaire, ce qui revient à dire qu'on considère de la lumière qui n'est pas polarisée. La polarisation de la lumière, c'est en fait la détermination, c'est lié à la direction, l'orientation du champ électrique dans sa propagation.
comme on n'a pas encore fait l'électromagnétisme, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais donc, on s'en tient à une vibration scalaire, ce qui suffit largement quand on ne fait pas des choses liées à la polarisation. Donc, cette phase ici dépend du point où on se trouve. Eh bien, localement, la phase peut toujours s'écrire comme, je fais un développement limité autour d'un point M0, phi de M, c'est phi de M0, plus le gradient de phi, scalaire M0M. Hein, je vous rappelle que la définition du gradient, c'est gradient d'une certaine grandeur, d'une certaine fonction f, c'est scalaire le déplacement, dr, c'est df. Je vous rappelle que ça, c'est la définition du gradient. On a vu qu'on a fait f égale un gradient de p. Quand on a introduit les gradients, je vous ai bien dit, ça, c'est la définition. Bon, bien, par conséquent, on a ça. Hein. Pour m voisin de m0, gradient de f scalaire le déplacement, m0m, c'est phi de m moins phi de m0, le défi. Donc voilà ce qu'on peut écrire au voisinage du point m0. La phase de l'onde, c'est la phase de l'onde en m0 plus le gradient de phi scalaire m0m. Par conséquent, l'amplitude ici de la vibration lumineuse, c'est A de m0. Donc si je suis au voisinage de m0, je peux réécrire cette vibration lumineuse comme étant A de m0 fois cosinus de oméga t. Alors, plus grade phi au point m0 scalaire donc m0m, j'ai juste remplacé, voilà. J'aurais pu écrire moins oméga t, puis bon, ça c'est juste une définition de convention. Et ça, c'est le vecteur d'onde. Donc vous avez bien une autre... Alors, ça aurait été mieux que je mette moins oméga t là, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, du coup, l'onde va dans l'autre sens. Dans cette convention, je vais appeler ça moins k. Donc ça, vous voyez que ça, c'est la structure d'une onde plane. E puissance I oméga t moins kr. D'accord? Avec un vecteur d'onde k qui a pour norme, 2pi sur lambda la longueur d'onde, hein, puisque si vous ajoutez à r lambda, eh bien vous allez avoir 2pi lambda, le cosinus enfin, si vous ajoutez 2pi, 2pi tout court, 2pi sur lambda fois lambda, donc si vous ajoutez, pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit, si vous ajoutez lambda à r, donc si vous déplacez d'une longueur d'onde, vous n'allez pas changer la valeur de la vibration lumineuse. Puisque vous avez k fois r, c'est 2pi sur lambda fois r. Donc si vous déplacez de lambda, vous changez la phase de 2pi. Et donc vous êtes revenu au point de départ. Donc ce vecteur-là, c'est bien le vecteur d'onde de norme de pi sur lambda. Et sa direction, qui est la direction du gradient de la phase, c'est bien la direction du rayon lumineux. Donc en fait, ceci démontre le théorème de Malus que j'ai mentionné tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des ondes, vous pouvez écrire comme ça, vous voyez que localement, si vous faites un développement limité de l'amplitude de la phase autour d'un point donné, eh bien cette onde se présente comme une onde plane, comme ceci. Enfin, je l'ai mis en notation complexe, si vous préférez, on peut l'écrire comme ça. On a un cos de oméga t moins kr qui est la structure générale d'une onde quelle qu'elle soit. On reviendra peut-être sur la physique ondulatoire une autre fois. Oui, plus phi de m0, merci. Donc le phi de m0, vous pouvez l'intégrer dans
dans le T en changeant de l'origine du temps. Enfin, c'est juste une phase constante qui ne dépend pas du temps. Donc localement, la structure d'une onde est toujours en fait une onde plane avec un vecteur d'onde qui est simplement le gradient de la fonction de phase. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Malus en fait. Bien, allez, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Dernier point, donc là on va faire l'optique géométrique, on fera l'optique ondulatoire après avoir fait l'électromagnétisme, je pense. La condition pour l'optique géométrique, c'est que les dimensions de tout ce qu'on rencontre, la taille des lentilles, la taille des diaphragmes, la taille des images, la taille des objets, tout ça, ce sont des dimensions grandes devant la longueur d'onde de la lumière. Donc, optique géométrique. L'optique géométrique, c'est lambda petit devant toutes les dimensions caractéristiques. Et ça se voit aussi sur ce que je viens de dire ici. Tant que les grandeurs ne varient pas sur une taille de l'ordre de la longueur d'onde, ni la phase, ni l'amplitude, vous voyez que cette phase, la phase varie de 2π sur une longueur d'onde, par définition. Donc, il faut que... on peut avoir une description comme ça, en termes d'onde plane, avec un vecteur d'onde bien défini, que dans la mesure où ce gradient, comment dire, que dans la mesure où ce gradient-là, calculé donc au point M0, ne varie pas beaucoup avec le point M0, au moins sur une taille d'une longueur d'onde. Parce que sinon, on ne peut écrire ceci que c'est le premier ordre d'un développement limité. Donc, pour pouvoir écrire quelque chose comme ça, il faut pouvoir négliger le terme du dessus, qui va être la dérivée seconde. Donc, il faut qu'au moins sur une longueur d'onde, j'ai l'impression de vous perdre. Bon, oubliez. Ok, ça c'est bien. Voilà. Tant que les longueurs d'onde sont petites devant... quand on appliquera le théorème de principe de Huygens pour la diffraction, vous comprendrez d'où viennent ces choses. Ok, donc c'est comme si les longueurs d'onde étaient infiniment petites. À ce moment-là, ce que je voulais essayer de vous dire là, c'est qu'à ce moment-là, on peut effectivement définir les rayons lumineux comme simplement les lignes orthogonales aux surfaces équiphases. Ok, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous connaissez les formules de conjugaison? Vous les redémontrez pour un diode? Hein? On peut les donner déjà. Alors, typiquement... Ah oui, il faut que je parle des conditions de Gauss. Ah oui. Ah oui. C'est la vie. Non, mais il n'y a quasiment pas d'optique au partiel, si c'est ça qui vous... au CAPES blanc. Non, je vous le dis, il y a un truc avec une lentille mince, mais qui est trivial. On peut le faire, carrément on le fait, et puis... Du même genre. Non, mais il y a... Enfin, il y a faut connaître un peu les foyers, les trucs comme ça. Mais, puis, au pire, si vous ne faites pas cet exo, c'est un truc parmi... ouais, mais aussi, si on part comme ça, on va pas Non, par contre, il n'est pas dur, effectivement. Mais si on peut le faire et qu'il est bien facile
a un gros Bien sûr, de- faites- de- non, non, de- faites-le. Le but du jeu, c'est de gratter des points, donc. Non, non, mais essayez de le faire. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui ou pas fait, ça ne va pas spécialement vous pénaliser pour. Oui, oui, bien sûr, dans le Poncapès, on va le faire, mais sauf que c'est pas obligé de le faire là dans la demi-heure qui vient, c'est ça la On va différence. faire le petit géométrie forcément en 2 heures. On va pas faire ça. Non, non, ah non, non, ah, non, on va faire. On s'avance. Non, 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 c'est juste que. Non, 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 on va faire ça en 3 séances, a priori. Non, non, je pensais faire 3 séances, a priori. Donc, ça ira. Non, 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 pas de panique. Je suis pas en train de. Non, sinon, on n'aurait pas passé tant de temps sur. Mais c'est vous qui me l'avez demandé, hein, je voulais pas le faire, le truc. Mais vous avez raison, c'est une bonne chose. Donc, peut-être le plus simple, c'est de commencer par calculer un dioptre plan, un dioptre sphérique. On l'a refait ensemble l'autre jour, vous m'aviez posé une question. Hein? Quoi? Oui, Gauss, oui, non, non, mais justement, quand on fait cet exercice, on voit apparaître les conditions de Faire du Gauss. 2 en 1 et faire l'exercice 2 en même temps. C'est pas la même chose. C'est lequel l'exercice 2? Il faut trouver le diable. On m'a rendu des choses dans des sortes bizarres là. Dioptre sphérique dans les conditions de Gauss. Ah ben voilà. Ok, on considère un... Ben voilà, exercice 2. On considère un dioptre sphérique de rayon dentaire. Centre C. Alors le centre C est situé dans le milieu d'un dixaine prime. Mince, ça commence mal. Donc il est dans l'autre sens le dioptre. Alors, casse la Juste vitesse. changer. Indice n prime avec n plus petit que n prime. Donc n prime plus grand que n. Le centre C du dioptre est situé dans le milieu d'indice n prime. On utilise ce dioptre dans les conditions de Gauss. Alors, je vais vous dire ce que sont les conditions de Gauss. Donc, c'est il y a deux choses. Il y a les rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique et les rayons Proche. qui s'écartent peu, oui, ouais, proche c'est mieux que s'écartant peu, proche de l'axe optique aussi. Alors, déjà, je parle d'un axe optique, donc l'idée c'est qu'on a des systèmes optiques centrés. Donc en général, on prend des choses qui ont de la symétrie de révolution autour d'un axe. Par exemple des lentilles, des diaphragmes, etc. Des choses qui... Symétrie de révolution autour de l'axe. Et on se débrouille pour que s'il y a des dioptres avec des interfaces sphériques, ça peut être des lentilles comme ça, ça peut être des lentilles comme ça, ça peut être des lentilles comme ça. Bref. On place leur centre sur l'axe optique. Donc ça, les systèmes optiques centrés, c'est qu'il y a un axe, donc il y a une symétrie de révolution autour d'un axe, et on met, du coup, il faut mettre le centre de toutes les lentilles sur cet axe, ce qui n'est pas le cas ici, mais bon, bref, l'axe là. Ok. Voilà, donc les conditions de Gauss, c'est qu'on va considérer des rayons qui ne vont pas chercher très loin de l'axe, donc qui restent toujours un peu au voisinage de l'axe, et qui ont une inclinaison qui est faible, c'est-à-dire on n'a pas des rayons qui font comme ça, mais à peu près parallèle à l'axe tout le temps. Ça veut dire que les angles, en fait, ça veut dire que l'angle entre le rayon et l'axe est petit devant 1 radian. Enfin, c'est petit. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va toujours pouvoir écrire que la tangente de alpha, c'est alpha, et que le sinus de alpha, c'est alpha. C'est ça les conditions de Gauss, en fait.
c'est que les angles et leurs tangentes, c'est pareil. Ou les angles et leur sinus, c'est pareil. D'accord? Pourquoi ces conditions de Gauss sont si importantes? On va le voir tout de suite ici avec l'exercice sur le dioptre sphérique. C'est que lorsqu'on peut assimiler un angle à sa tangente ou à son sinus, eh bien, les systèmes dioptriques utilisés dans ces conditions-là sont stigmatiques. C'est quoi le stigmatisme? Ah oui, on n'avait pas parlé des images. Ah la vache. Ouais, alors, un système est dit stigmatique pour le couple de points A, A', si tous les rayons qui passent par A passent par A'. Donc, un système est dit stigmatique pour le couple de points A', si tout rayon passant par A passe aussi par A'. Exemple, un miroir, un point A, A' sont symétriques par rapport au miroir. Eh bien, tous les points qui passent par A et qui se réfléchissent sur les miroirs, en vertu des lois de l'action, les lois de la réflexion qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réfraction, en fait, tous les rayons qui sont passés par A, si on les prolonge, s'avèrent passer par A'. C'est comme ça qu'on a vu exactement l'opposé de cette chose-là quand on a montré que le théorème de Fermat, le principe de Fermat, impliquait les lois de la réflexion. Hein, le point sur lequel ça se réfléchit, c'est précisément le point. C'est précisément le point qui est. Bref. Enfin, le rayon réfléchi prolonge le point symétrique. D'accord? Donc là, c'est un cas de stigmatisme parfait. Tous les rayons passant par A passent effectivement par A'. Alors, tout rayon passe aussi par A', c'est soit le rayon, soit son prolongement. Hein, je ne décris pas, mais bien sûr, vous voyez là en particulier, le rayon ne passe jamais vraiment par A', mais c'est comme s'il venait de A'. Donc si tout rayon ou son prolongement passant par A, ou son prolongement passant par A, passe ou se prolonge aussi par A'. Ok? Voilà. Alors il se trouve que en fait, le miroir plan est le seul exemple de système stigmatique pour n'importe quel point. C'est-à-dire, chaque point de l'espace, si on prend un autre ici, B, il est stigmatique avec le point B' qui est son conjugué. Tous les rayons qui passent par B, qui se réfléchissent sur le miroir, passent aussi, ou leur prolongement passe par B'. Et c'est le seul système qui est absolument stigmatique pour n'importe quel point. Après, vous avez des systèmes qui sont stigmatiques pour des couples de points. Par exemple, vous prenez un ellipsoïde de révolution, vous en faites un miroir comme ça. Eh bien, si vous partez d'un foyer et que vous prenez un rayon qui passe par F, qui va se réfléchir quelque part ici, eh bien, vous appliquez les lois de la réflexion ici, et il va arriver, enfin, il va faire cette trajectoire-là. Eh bien, si vous prenez un autre rayon qui était parti là, et vous faites la loi de la réflexion ici, voilà. Un autre qui irait par là, et vous le réfléchissez là avec la même loi, voilà. Et bien vous allez voir que en fait,
tous les rayons qui partent du foyer, d'un des foyers, arrivent sur l'autre foyer. Donc, un ellipsoïde de révolution est stigmatique pour 2 points seulement, mais il est absolument stigmatique. Enfin, ça, c'est une propriété géométrique qui était connue des Grecs. Hein. Si vous prenez les rayons qui partent des 2 foyers, vous allez sur n'importe quel point de l'ellipsoïde, eh bien, il y a le même angle par rapport à la normale. C'est une propriété géométrique très puissante, en fait, qui, en optique, équivaut à dire que F et F' sont des points conjugués. Hein. Il y a un stigmatisme parfait. Tous les rayons qui passent par F passent par F'. Un autre exemple de stigmatisme, c'est par exemple si vous avez un miroir parabolique, eh bien, le foyer est le conjugué du point infini. C'est-à-dire, si vous avez un faisceau parallèle, c'est-à-dire un faisceau qui vient de l'infini, eh bien, les lois de la réflexion ici, hein, angle d'incidence égale angle de réflexion, fait que, où que vous tapiez sur le miroir parabolique, les rayons vont se réfléchir vers le foyer. Donc, il y a une focalisation, c'est pour ça que ça s'appelle foyer, du faisceau lumineux qui vient de l'infini. Donc, d'un faisceau parallèle se focalise sur le foyer. Pareil sur une hyperbole. Si vous avez un miroir comme ça qui se réfléchit, un faisceau, comment ça marche? Non, si vous avez une parabole convexe et pas concave, oui, c'est ça, un faisceau parallèle qui va tomber là-dessus va se réfléchir comme si ça venait du foyer. Voilà, hein, foyer, enfin, oui. Donc, celui qui arrive droit, il se réfléchit droit, et ceux qui arrivent en biais se réfléchissent ici, comme s'ils venaient du foyer. C'est la définition, enfin, c'est une définition du foyer. Ok, donc, le point clé est celui-ci. À part le miroir plan, qui est stigmatique parfait, quoi qu'il arrive, pour n'importe quel point, enfin, chaque point est stigmatique avec un autre point, les seuls systèmes qui présentent un stigmatisme parfait sont ceux-là, donc avec des coniques, mais ça concerne que 2 points, ou bien il y a le cas qu'on appelle les points de Weierstrass pour un dioptre sphérique. Bon, je vous le note pour que vous l'ayez entendu, mais il peut y avoir des exercices sur les points de Weierstrass. Trouver les points tels que tout rayon passant par l'un passe par l'autre. Donc, il y a un stigmatisme parfait dans un cas comme ça, et donc uniquement pour 2 points particuliers. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'ovale de Descartes. Bon, j'ai pas le temps de... Éventuellement, on fera un exo si on a le temps, mais sachez-le qu'il y a dans le cas de... Donc, le dioptre sphérique présente la particularité d'avoir 2 points qui sont associés de manière parfaitement stigmatique. Et il y a une forme très spéciale aussi qui s'appelle l'ovale de Descartes. On peut tailler un dioptre avec une forme ovale très particulière, qui en pratique en fait n'a aucun intérêt parce qu'on ne sait pas la tailler, enfin, c'est très difficile à faire. Autant faire une sphère parfaite, presque parfaite, on peut la fabriquer. Fabriquer un ovale de Descartes, c'est très compliqué parce que c'est une forme un peu spéciale. Mais il existe une forme telle qu'il y ait 2 points comme ça qui soient, pour un certain n et un n', il y ait 2 points qui soient parfaitement conjugués l'un à l'autre, enfin, stigmatiques l'un avec l'autre. Voilà, mais donc c'est des cas très particuliers qui concernent que 2 points. Sinon, il n'y a pas de stigmatisme parfait dans l'univers, sauf avec un miroir plan. Mais on peut faire un stigmatisme approché, comme on va le montrer donc sur cet exercice, si on a encore le temps de le faire, je ne sais pas. Si on est dans les conditions de Gauss, donc si on suppose que sinus alpha égale alpha et que tangente alpha égale alpha, alors on peut montrer que, et si on ne s'écarte pas trop loin de l'axe, ce qui est un peu lié, hein, parce que si on part d'ici et qu'on va très très loin, non, il ne va plus être petit. Tout ça est lié, mais enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Donc si on fait cette hypothèse, que sinus alpha égale alpha et tangente alpha égale alpha, alors on peut montrer qu'à chaque point, on va prendre un objet ici, chaque point A, est conjugué à un certain point A' quelque part, c'est-à-dire que tous les points qui passent par A passent aussi par A'. Donc c'est un stigmatisme parfait une fois qu'on a fait l'hypothèse sinus alpha égale alpha, ou tangente alpha égale alpha. Donc en pratique, il est approché de combien? D'exactement autant qu'on peut assimiler alpha à son sinus ou à sa tangente. Voilà. Donc on sera d'autant plus près d'un vrai stigmatisme que les conditions de Gauss seront vérifiées strictement. C'est-à-dire qu'on aura vraiment des rayons très peu inclinés et qu'on se rapproche de l'axe optique. Donc ça, on va le voir effectivement en faisant ce calcul de la formule de conjugaison pour un dioptre sphérique. Donc c'était l'exercice 2. Alors on considère un dioptre sphérique, donc ça c'est voilà, c'est fait. Déterminer la position des points cardinaux et l'expression des distances focales. Alors c'est quoi les points cardinaux? Donc, ouais, il faut que je parle des foyers. Ok, encore un obligé, désolé, mais j'essaye de speeder, mais c'est quand même difficile de faire beaucoup d'optique en 2 heures. Donc, prenons un système centré. Ça, et ça, c'est une boîte noire, c'est le système optique. Centré dans les conditions de Gauss. Donc il y a un axe optique. Alors par convention, en général, on fait aller la lumière de gauche à droite, mais vous connaissez tous le principe du retour inverse de la lumière. Si un rayon se propage comme ça, il peut aussi se propager dans l'autre sens, il suivra exactement le même trajet. Si vous avez une réfraction quelque part, qui fait qu'un rayon arrivant par là est réfracté avec un certain angle, bien, si vous arriviez par là, il sortirait exactement dans la même direction. Ça, c'est un principe très important. Donc, ça veut dire qu'on pourrait... ce qui est vrai en allant par là est vrai aussi en allant par là, mais bon, par convention, on fait les dessins en général avec l'axe optique orienté vers la droite. Alors, on montre dans ce genre de conditions qu'il existe des foyers. Alors, la définition du foyer image... Définition, c'est le point vers lequel le point par lequel passent tous les rayons arrivant parallèlement à l'axe optique. Alors oui, je dois aussi préciser, on appelle ça le côté objet et ça le côté image. Donc si vous avez un faisceau parallèle qui arrive parallèlement à l'axe optique, il rentre là-dedans. Alors là-dedans, il peut y avoir des tas de choses. Ah, merci, objet. Là-dedans, il peut y avoir des miroirs, des lentilles, des trucs compliqués, de l'eau, des substances bizarres, n'importe quoi. Mais c'est un système centré utilisé dans les conditions de Gauss. À partir de ce moment-là, quand donc, il y a un faisceau parallèle arrivant là, ressort en passant quelque part, en convergeant vers un foyer. Enfin, vers un point, donc c'est le point conjugué de l'infini, en fait. Par définition, on appelle ça le foyer image, et on le note F'. On met des primes en général pour tout ce qui est du côté image, et des pas primes pour ce qui est du côté objet, ou en tout cas... pardon, je rectifie ça. On met un prime pour les images, et un pas prime pour les objets. Parce que l'image peut se trouver du côté objet. C'est ce qu'on appelle une image virtuelle. De même, l'objet peut se trouver du côté image, c'est-à-dire à droite, en aval de la lumière,
par rapport au système optique. Et à ce moment-là, c'est un objet virtuel. Vous savez tout ça, hein? Je ne redétaille pas ou... Donc, là, on a donc donc c'est la définition du foyer image. S'il est du côté image, c'est un foyer, ce foyer image est donc réel. Et on a un système convergent. Donc ça, c'est je vais tenter un système convergent. Le faisceau arrive et converge vers le foyer image. Mais ce système optique pouvant être ce qu'on veut, il se pourrait qu'on ait une situation différente où en fait tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe sortent en semblant provenir d'un point qui se trouve du côté objet. Il s'appellerait quand même F', ce serait quand même le foyer image, hein, puisque c'est le point par où passent tous les rayons ou leur prolongement issus d'un faisceau parallèle à l'axe. Donc il s'appelle quand même foyer image, mais s'il est du côté objet, ben c'est simplement c'est une image virtuelle du point à l'infini. C'est-à-dire que les rayons virtuels, c'est-à-dire que les rayons n'y passent pas pour de vrai. C'est leur prolongement qui y passe. Et dans ce cas-là, on a un système divergent. Le faisceau parallèle ressort en divergent. Voilà, tout simplement. Donc, il existe toujours, dans les conditions de Gauss, système centré, etc., il existe toujours un foyer image, c'est ça sa définition. Il existe aussi un foyer objet, et c'est le point d'où proviennent tous les rayons sortant parallèlement d'un axe optique. D'accord? Donc vous avez votre système, votre boîte noire. Si vous avez un faisceau qui sort parallèlement à l'axe optique, eh bien vous savez qu'ils viennent d'un point unique qui s'appelle par définition le foyer objet. Alors ce foyer objet peut être réel s'il se trouve du côté objet, et il peut être virtuel s'il se trouve du foyer image, c'est-à-dire qu'en fait, si on avait des rayons qui allaient converger là, voilà, ça peut être ça le foyer. Vous avez un faisceau qui, tous les rayons qui passent par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe. C'est bien la même définition. Le foyer objet, c'est le point où passe ou où passerait, s'il se prolongeait, tous les rayons qui ressortent parallèlement à l'axe. Donc, foyer réel du côté objet, foyer virtuel. Donc, foyer objet réel quand il est du côté objet, foyer objet virtuel s'il est du côté image. Et à ce moment-là, les rayons ne passent pas vraiment par le point, mais leur prolongement y passe. Voilà. Donc ça, ce sont voilà. On montre aussi... Est-ce que je vous parle des plans principaux? Non, c'est pas... H', ça vous dit quelque chose, ça? Peut-être pas en parler. J'en parle pas. On peut montrer qu'il y a aussi il y a deux plans qui H', pour lequel le grandissement vaut 1. C'est-à-dire qu'ils sont conjugués l'un de l'autre. Si vous avez un objet là, c'est-à-dire tous les rayons qui vont passer par là vont passer par H', par là, avec un grandissement de 1. Il y a deux plans comme ça. Mais bon, si ça vous dit rien, je n'en parle pas, vous n'avez rien entendu, c'est pas important. Donc voilà ce que ce sont les foyers. Et on appelle distance focale, image. En général, quand on parle de distance focale, c'est image. C'est la distance. Ah oui, mais c'est ça justement. Ah non, d'accord. Il manque le centre optique. Donc tout système optique comme ça a aussi un centre. Donc foyer image, foyer objet et centre optique. Ça c'est très important. On note en général O.
Le centre optique, c'est le point par lequel passent des rayons qui ressortent identiques à eux-mêmes, enfin comme s'ils n'étaient pas déviés. C'est-à-dire que le centre il peut être là, peut-être. Voilà. Tous les rayons qui rentrent dans le système optique en passant par O ressortent comme s'ils venaient de haut. Entre-temps, ils peuvent faire des tas de choses, hein, mais entre l'entrée et la sortie, tous les rayons qui allaient passer par O ressortent comme s'ils venaient de haut. Ça, c'est la définition du centre optique. En fait, ça veut dire que O est un point conjugué à lui-même. C'est le point qui est conjugué à lui-même, si on veut. Tous les rayons qui vont vers O partent de haut, même si c'est que leur prolongement. Ok? Voilà. On peut montrer dans les conditions de Gauss qu'on a, c'est ça qu'on appelle les éléments cardinaux. Bon, il y a aussi les plans principaux, mais justement, j'en parle pas. Parce que c'est pas, enfin, je pense pas que ce soit important pour votre programme. Foyer image, foyer objet et centre optique. Ok? Voilà, donc là, la question, c'est de déterminer la position des points cardinaux, donc des foyers et du centre optique, pour le dioptre sphérique. Et il y a quel heure ? 35. Ah, j'avais peur qu'il soit pire. Alors, vite fait. Je croyais qu'il était déjà à 50, moi. Ah bah ça va alors. Alors, déterminer l'expression de distance focale. Bon. Ok. Alors, il faut trouver la position. On commence par quoi? Par l'axe optique? Par le centre optique, c'est évident. Le centre optique. Non, c'est pas évident. Si, c'est. Ah oui, centre optique, c'est pas pareil. Ah, attendez, j'ai dit. Ah oui, le centre optique et le sommet, c'est pas la même chose, bien sûr. Parce que là, le centre optique, c'est évident. C'est le point C. Hein. Tout rayon qui passe par C. Ok, on va écrire. Donc, centre optique. C, bien sûr, hein, parce qu'un rayon qui passe par C, c'est un rayon qui est radial, c'est le cas de le dire. C'est un vrai rayon du cercle. Hein. C'est le rayon du dioptre. Enfin, d'accord. Puisqu'il arrive orthogonalement au dioptre, à la surface de séparation entre le milieu n et le milieu n prime, eh bien, angle de réfraction égale angle de... Enfin, n sinus i égale n prime sinus i prime. Si i égale 0, si on arrive orthogonalement, eh bien i' égale 0, et donc le rayon n'est pas dévié. Donc un rayon qui est orthogonal à la surface sphérique n'est pas dévié, donc un rayon qui allait passer par C, passe effectivement par C, il sort du dioptre en passant vraiment par C. D'accord ? Donc c'est vrai pour tous les rayons qui allaient passer par C, ils ressortent effectivement par C. Donc centre optique, c'est facile. Alors maintenant, les foyers. Donc, il faut imaginer un faisceau parallèle. Et on se demande où va converger ce faisceau. Alors, bon, évidemment, le rayon qui passe par le centre, enfin, donc qui est sur l'axe optique, lui, il continue sans être dévié. Donc le foyer, il va être quelque part sur l'axe optique. C'est fatal. Mais où? Eh bien, on va voir où ce rayon va couper l'axe. Donc on va calculer, à partir des lois de la réfraction, le devenir de ce rayon-là qui passe à une certaine hauteur. Alors, je vais appeler O le point sommet ici, et H le projeté orthogonal du point I qui est le point d'incidence sur le dioptre.
Et là, on va commencer à voir les conditions de Gauss apparaître. Condition de Gauss nous dit que les rayons sont pas très loin de l'axe. C'est-à-dire que I, il est très près en fait de O. Hein. C'est-à-dire qu'on a énormément grossi le truc. En fait, on va s'intéresser qu'à des rayons qui viennent aussi près que possible de l'axe. Et ça se traduit par une approximation qui est que O et H, c'est quasiment le même point. Donc ça, il faut bien comprendre. C'est là qu'on fait intervenir la condition de Gauss. Évidemment, si on est très loin de l'axe, on va être loin sur la courbure de... Alors, quand on dit loin, ça veut dire quoi? Ben justement, ça veut dire loin ou près. On veut être à une distance de l'axe qui est petite devant quoi? Devant le rayon du cercle, justement. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Une distance n'est pas grande par elle-même. Elle est grande par rapport à quelque chose, petite par rapport à autre chose. La distance caractéristique, ici, la longueur caractéristique du problème, c'est le rayon du cercle. Il n'y a que ça. Sinon, on a des espaces infinis. Il y a juste un rayon du diode, enfin du cercle, de la sphère. Donc on a le rayon du diode. Eh bien, la condition de Gauss nous dit que OI, si vous voulez, cette distance-là, petit b, je sais pas, b, égale, enfin, qui est en fait HI, d'accord? Eh bien ça, on dit que c'est petit devant le rayon du diode. Et par conséquent, HI, OI, tout ça c'est pareil, le point O et le point H c'est quasiment le même. Si on avait donc B qui commençait à être pas négligeable, pas totalement négligeable devant le rayon, eh bien on commencerait à sentir la courbure et le point H tomberait largement en arrière de O. Okay, donc la condition de Gauss c'est ça, c'est que le point O et le point H sont les mêmes. Ok, alors écrivons les lois de la réfraction ici. Le rayon, enfin la normale au dioptre, c'est le rayon qui vient de C. C'est la définition d'une sphère, d'accord? Enfin, je ne sais pas si c'est la définition, mais en tout cas, c'est la propriété élémentaire de la sphère. Par conséquent, l'angle d'incidence, c'est celui-là, ce petit i ici. L'angle entre le rayon et la normale, en fait, ce i, c'est celui-là. C'est le même rayon et la même droite parallèle, enfin une droite parallèle. Okay, donc l'angle d'incidence, il est là, et je peux donc écrire que sa tangente, eh bien c'est HI sur le rayon du cercle, en principe sur HC, mais ça c'est quasiment, donc ça c'est HI sur OC, et donc ça c'est HI sur R. Alors là, il faut faire un choix, soit on travaille tout de suite en algébrique, soit on travaille en valeur absolue, et puis après on fait attention aussi. C'est un peu au choix. J'ai pas de... C'est comme vous voulez. Quand on travaille, en général, on prend plus suivant cet axe comme ça, et plus suivant cet axe comme ça, hein, pour les grandeurs algébriques. Auquel cas, HI est positif ici, mais par contre, et pour les angles, je peux prendre plus comme ça. Donc I ici serait négatif. Bon, je vous propose de faire le calcul en ordre, et on fera attention au signe après. En tout cas, vous êtes d'accord? Donc maintenant, si je dis que je suis en condition de Gauss et que... Donc j'ai déjà pris une fois ici, hein, en disant que OC c'est R, en fait c'est OH pour OR. Pardon, en disant que... Oui, en disant que HC c'est OC, j'ai dit que j'étais pas loin de là. C'est la même chose que ça. O et H c'est la même chose. Et maintenant je dis que tangenti en fait c'est I, parce que j'ai un angle faible. Par conséquent, j'ai I qui vaut HI sur R. Maintenant, le rayon réfracté, c'est lequel? Eh bien, c'est le rayon qui, je vais le mettre en vert,
c'est le rayon. Alors, on a dit qu'N' était plus grand que N. Tiens, alors, est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Si N' est plus grand que N, j'ai N' sinus I' qui vaut N sinus N, sinus I, pardon. Si N' est plus grand que N, ça veut dire que I' est plus petit que I. Et donc, effectivement, il se rapproche de l'axe comme ça. Si N' était plus petit que N, ça s'écarterait de l'axe. Non, ce serait plus grand. Bref. Donc voilà le rayon. Et je veux savoir où il va. Alors j'écris que cet angle-là, c'est I'. D'accord? Et si j'appelle maintenant ce point-là, je vais l'appeler tout de suite F', parce que c'est le point où convergent les rayons parallèles à l'axe. Après, je montrerai que ça ne dépend pas du rayon incident. C'est ça la clé. Hein, mais... Donc, ce point-là, je l'appelle F' ou... Oui, ça va, hein, ça ne vous choque pas. On n'a pas encore démontré que c'était le foyer. Qu'est-ce que je peux dire? Je dis que ici, j'ai l'angle I', ici, j'ai l'angle I. Donc, quel est l'angle ici? Alors ça, c'est un truc classique. La somme des angles dans un triangle, ça fait pi, ça c'est sûr. D'accord? Donc, ça, plus celui-là. Donc, je l'appelle alpha prime, là. Vous voulez bien celui-là? Je l'appelle alpha. Alpha? Alpha prime. Je préfère, le côté, si ça vous gêne pas. On s'en fiche un peu, mais bon. Et cet angle-là, je l'appelle phi. J'ai phi plus alpha prime plus I prime, je ne fais pas attention au signe. Hein. Donc juste, je fais la somme des angles, c'est de la valeur absolue des angles, si vous voulez. Phi plus alpha prime plus I prime, c'est pi. Et par ailleurs, j'ai phi plus I qui fait pi aussi. Ok? Par conséquent, j'ai alpha prime qui vaut I moins I prime. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai I qui vaut I prime plus alpha prime. Oui, c'est ça. Bon, bref, en tout cas, ça se retrouve, c'est de la bête de géométrie. Et alpha prime, c'est quoi sa tangente? Alors déjà, je vais dire que c'est quasiment alpha prime, approximation de Gauss. Sa tangente, c'est HI sur HF prime. Et HF prime, c'est OF prime. La tangente de alpha prime, c'est ça sur ça. O et H, c'est pareil. L'angle et sa tangente, c'est pareil. Donc alpha prime égale HI sur OF prime. Donc que vaut I prime? Eh bien, enfin, ou plutôt je peux réécrire, bon, je sais pas. Je passe là. On est en train de déborder un peu là, mais c'est presque fini. Donc je réécris, j'ai I qui vaut HI sur R, j'ai alpha prime qui vaut HI sur OF prime. Tout ça en valeur absolue. Hein. On verra après. Et j'ai I'
Ni moins alpha. Qui vaut I moins alpha prime, c'est ça? Je vois pas clair. I prime, oui, qui vaut I moins alpha prime, qui vaut donc HI facteur de 1 sur R moins 1 sur OF prime. Et maintenant, il faut que j'écrive les lois de la réfraction. Les lois de la réfraction, n prime sinus I prime égale n sinus I. Dans les conditions de Gauss, ça dit n prime I prime égale n I. Donc j'ai n prime fois ça, HI facteur de 1 sur R moins 1 sur OF prime, qui vaut donc n prime I prime qui vaut n fois I, c'est-à-dire n HI sur R. Et le miracle s'est produit grâce aux conditions de Gauss. Ça ne dépend pas de I. Parce que je peux simplifier ici par HI et là. Par conséquent, je peux effacer là, c'est bon? Par conséquent, j'ai n' facteur de 1 sur R. En fait, je vais tout regrouper. J'ai n' moins n sur R qui vaut n' sur OF'. Indépendamment de I. Et F' ici est défini comme le point d'intersection entre le rayon qui vient de celui-là et l'axe. Et comme ça ne dépend pas de I, ça ne dépend pas du rayon qui arrive. Si au lieu de taper en I, le point avait tapé en J ici, j'aurais obtenu le même F' puisque ça ne dépend pas de I. Donc ça veut dire que tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe sur le dioptre sortent en coupant l'axe au même point, le point F' donné par ceci. Donc effectivement, le système est stigmatique une fois qu'on a implémenté les conditions de Gauss. C'est parce que j'ai pu écrire que les sinus étaient égaux aux tangentes, étaient égaux aux angles, et parce que j'ai pu assimiler le point O au point H, que tous ces calculs fonctionnaient. Si vous aviez mis vraiment les vrais sinus, les vraies tangentes, si vous avez bien distingué O et H, eh bien, vous auriez obtenu un truc, c'est à peu près ça, mais le point F' que vous obtiendrez, vous pouvez bien sûr calculer pour chaque rayon incident où il passe, parce que là, c'est juste les lois de la réfraction ici. Et vous allez voir que celui-là, il arrive là, celui d'un peu en dessous, il arrive un peu là, celui un peu au-dessus, il arrive un peu derrière. Ce ne sera pas parfaitement stigmatique. Mais tant que vous prenez des points suffisamment proches de l'axe et assez peu inclinés pour que le sinus et l'angle soient la même chose, eh bien, vous voyez ici que le point d'intersection est indépendant du point, du point d'attaque sur le dioptre. Et donc, tous les rayons parallèles à l'axe passent par ce F' là. Donc, vous avez ici la position du point F'. Alors, on note, par définition, F', c'est OF', alors cette fois en valeur algébrique. Ah, ici, la construction nous montre que F' est du côté droit, il suffit de le voir. Hein, donc, OF' est positif. Et donc, c'est ce qu'on appelle la distance focale image, pour notre petit F'. Et on voit ici que ça vaut donc R, ça vaut NR, pardon, N'R sur N' moins N. Donc voilà la distance focale d'un dioptre sphérique séparant le milieu d'indice N du milieu d'indice N'. Si N' est plus grand que N, c'était notre cas, on a F' qui est positif, comme on le voit par ailleurs ici, hein, donc F' est du côté droit, et ça montre qu'on a affaire à une lentille convergente. Enfin, un dioptre, pardon, convergent, c'est pas une lentille, avec un dioptre, c'est un dioptre convergent. Si N' était plus petit que N, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au lieu de s'approcher de l'axe, en fait, on s'en éloignerait, hein, l'angle
l'angle I' serait plus grand que l'angle I, et donc on aurait en fait une déviation vers le haut, et on aurait des faisceaux qui divergent. On aurait trouvé à ce moment-là le point d'intersection du côté objet, et on aurait trouvé la même formule, mais simplement ce nombre du coup serait négatif si n était plus grand que n'. Donc cette formule elle est universelle, on l'a faite dans un cas particulier, vous pouvez le refaire dans l'autre cas, ce sera pareil. Et si on avait tenu compte précisément des valeurs algébriques, je pense qu'on aurait montré ça de façon universelle. En tout cas là on nous précisait exactement que n' était plus grand que n, donc on est parfaitement en droit de travailler comme ça. Donc on a la valeur de la distance focale. Cette formule, je vous le dis donc, est valable même si n' est inférieur à n. À ce moment-là, on a f' négatif et on a un dioptre divergent. Voilà. Je crains qu'il ne soit l'heure, mais comme je n'ai pas regardé, j'en suis pas sûr, donc on peut continuer. Non, on va s'arrêter. Peut-être on peut écrire... Donc, en faisant exactement ça, juste le principe, en faisant exactement ça à partir... cette fois, au lieu de prendre un faisceau, donc des rayons qui viennent de l'infini, on prend des rayons qui sont issus d'un point A à une certaine distance. Donc j'ai le point O ici, j'ai toujours le centre là, donc j'ai f' quelque part par là, bon, soit. En prenant un rayon comme ça, qui vient taper aussi en un point I quelque part, j'écris la loi de la réfraction ici, donc j'ai I qui va être quelque part par là, donc ça va venir converger ici en un point A', sur l'axe, et tout ce qu'il faut écrire c'est pareil, j'écris NI égale N'I', alors en vrai ce serait N sinus I égale N' sinus I', mais je suis dans les conditions de Gauss, donc I égale I', vous voyez c'est vraiment très simple, j'ai toujours N ici et N là. J'écris ça, et puis je prends le projeté H ici, et je dis que H et O, bah, c'est pareil, parce que je ne suis pas loin de l'axe, condition de Gauss. Et à ce moment-là, c'est très simple, j'ai juste à écrire que, donc j'ai I ici, j'en déduis cet angle-là, je l'appelle alpha celui-là, et puis j'appelle celui-là alpha prime, d'accord? J'écris que alpha, c'est OI sur OA. On fera attention aux valeurs algébriques après. Alors en fait, c'est la tangente de alpha qui évaut OI sur OA. Mais la tangente et l'angle, c'est pareil, on est dans les conditions de Gauss. D'accord ? Ensuite, j'écris que alpha prime, c'est quoi? Bah, c'est ça sur ça. C'est donc OI sur OA', on fera attention aux valeurs algébriques après. Alors, en fait, c'est la tangente de alpha' qui vaut ça, mais la tangente de alpha', c'est alpha' parce qu'on est dans les conditions de Gauss. Donc j'ai ça, ça. J'ai plus qu'à relier alpha à I. Et alpha à j'ai plus qu'à trouver une relation entre alpha I et alpha' I'. Donc pour ça, je vais avoir besoin de... Ah bah c'est simple, voilà, j'appelle ça phi. Voilà. Juste, je vous l'écris et je vous laisserai faire. On a alpha plus phi plus pi moins i qui vaut pi. Donc en fait, on a alpha plus phi qui vaut i. Ça plus ça égale ça. Et de la même façon, on a alpha plus i' plus pi moins phi qui vaut pi. Donc alpha' plus i' qui vaut phi. Voilà. Donc j'ai juste écrit la somme des angles dans ce triangle, la somme des angles dans celui-là, la tangente de celui-là, la tangente de celui-là. Et maintenant, vous avez la relation de conjugaison, et ça, voilà, et NI égale N'I'. Voilà. Avec ça, qui est juste de la géométrie triviale avec tangente égale l'angle.
vous éliminez phi là-dedans, vous remplacez i et i' par ce qu'ils veulent en fonction des n et des n', vous mettez tout ça et vous allez voir, vous allez obtenir OA' en fonction de O1. D'accord? Il suffit vraiment que vous écrivez, si vous voulez on le fait, si vous avez 2 minutes, c'est comme vous voulez. Oui? Non? C'est peut-être mieux que vous fassiez une pause quand même, vous allez être mort après. Donc voilà, tout